Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 vasectomies. On se retrouve comme tous les mardis avec le docteur Hupertan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes urologue, sexologue et spécialisé dans la contraception masculine, notamment la vasectomie sans scalpel. Vous êtes basé à Paris et vous gérez le site vasectomieparis.fr. Les semaines précédentes, on a parlé avec vous de comment vous en étiez venu à proposer à un couple de patients, et notamment donc à un homme, la vasectomie, la première que vous aviez réalisée de votre vie, à un moment où on n'en faisait pas trop en France. Vous avez raconté comment vous êtes formé à la vasectomie. Et vous avez à plusieurs reprises évoqué votre passé de gynécologue. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que tout commence pour vous en gynécologie par un voyage Erasmus. Lorsqu'on est étudiant en médecine, on a une vision extérieure de la spécialité. Il faut être bien dedans. Donc on n'a pas vu ce que c'est, on n'est pas allé au bloc opératoire, on n'a pas vu un accouchement, on a du mal à se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire exercer ce métier? Et puis entre externe et interne, il y a encore une autre différence qui fait que on n'est pas suffisamment mûr pour comprendre, pour avoir un regard sur la spécialité. Or, c'était ce stage Erasmus, à l'époque ça s'appelait stage Tempus, qui m'a permis de plonger dans l'univers de l'obstétrique et de la gynécologie. Alors vous, à l'époque, vous êtes encore étudiant en médecine en Roumanie, donc vous avez la possibilité de faire un stage à Tours grâce à une bourse, et vous vous retrouvez avec un gynécologue de renom. C'était chez le professeur Jacques Lansac. C'est lui mon mentor, c'est lui qui m'a donné envie, car c'était quelqu'un, c'était une personnalité, il était imprégné, il était dévoué à ses spécialités. C'était quelque part un des maîtres de la gynécologie obstétrique de l'époque, et sans savoir, j'ai commencé dans son service. Et là, qu'est-ce que vous découvrez, qu'est-ce que vous trouvez en arrivant à Tours? Je découvre un monde différent, je découvre une gynécologie différente, une approche beaucoup plus humaine. J'ai découvert la prise en charge, j'ai découvert l'éducation, j'ai découvert les cours, l'enseignement, et surtout, j'ai vu pour la première fois un accouchement. Et alors, c'était comment? C'est extraordinaire. Tout d'abord, le travail a commencé, il y a du stress, on se prépare, on sent que petit à petit, la tension va monter. Du côté des soignants, du côté de la future mère, ça monte, jusqu'au moment de l'accouchement. Ça, c'est un moment très intense, extrêmement fort, et ça bascule en un rien de temps. On bascule de la douleur, du stress, vers le côté bonheur. Il y a des larmes, le bébé qui crie, il y a le soulagement, l'équipe est soulagée, tout le monde est content. Donc c'est un moment qui est unique dans la vie. Et faire naître des bébés, comme disait un des copains, être un passeur de vie, c'est fabuleux. C'est fascinant. Et vous rentrez donc en Roumanie en vous disant, moi je veux être gynécologue, je veux faire ça. À cet instant précis, je me suis dit, je veux être interne en gynécologie obstétrique, continuer dans ce parcours pour la suite. Donc j'ai tout fait, j'ai passé le concours d'internat, j'ai eu la chance, j'ai été nommé interne en gynécologie au CHU de Bordeaux. Et donc, vous arrivez à votre première garde. Est-ce qu'elle se passe bien, cette première garde? La garde, vous savez, c'était le premier jour de garde, hyper enthousiaste, hyper motivé, je courais de partout. Vous attendiez ça depuis des mois, j'imagine. J'étais assoiffé de connaissances, d'apprendre, d'expériences, très bonne ambiance, et la garde se prolonge, et réveil brutal vers 2-3 heures du matin, et on m'appelle de toute urgence au bloc opératoire. Qu'est-ce qu'il y a au bloc opératoire? Au bloc opératoire, il y avait une rupture utérine. Alors est-ce qu'on peut peut-être dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, justement ce que c'est une rupture utérine? C'était une femme qui était déjà à une grossesse très avancée, c'était à la 7e grossesse, donc elle avait déjà 6 enfants, 7e mois de grossesse, mais comme parmi les 6 grossesses précédentes, il y avait eu des césariennes, c'était un utérus fragilisé. Et lors des contractions utérines, l'utérus est rompu au niveau de la cicatrice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'anoxie, le bébé ne bouge plus, et il y a un risque à la fois pour la maman et également pour le bébé. Je crois que vous arrivez à sauver la maman. Oui, ça a été fait dans des conditions optimales entre l'arrivée au bloc des urgences et l'arrivée au bloc opératoire. C'était extrêmement rapide, tout a été fait
Et on a effectivement réussi à sauver la maman. Mais pas de bébé. Non, pas le bébé, c'était une grande tristesse pour tout le monde parce qu'en fait, on pense que déjà, vu le temps qui s'est écoulé entre les premiers signes des contractions et l'arrivée au bloc opératoire, l'incident a pu avoir lieu bien avant l'arrivée à l'hôpital. Et ça, c'est évidemment un moment qui vous a marqué pour la vie en tant que médecin, j'imagine. Ben c'est pas facile, vous savez, on est des donneurs de vie, on est là pour la vie, on est là pour sauver. Et évidemment, c'est un échec, même si on n'a rien à nous reprocher. Le fait qu'il y avait eu ce drame, ça interpelle, on se pose des questions, pourquoi? Après 6 grossesses, pourquoi il n'y a pas eu une contraception féminine? Pourquoi il y a eu une ligature des trompes? Parce qu'en plus, c'était des césariennes. On savait que l'utérus cicatriciel est extrêmement fragile. Tout de suite, on voit que la grossesse, la maternité, c'est fantastique, c'est super, mais c'est aussi quelque chose de très, très, très dangereux parfois. Beaucoup de questions à ce moment-là, peut-être aussi une remise en question, une remise en doute de tout ça. Et puis une deuxième expérience très marquante au cours d'une autre garde un peu plus tard. Oui, et c'est toujours lié à la même chose, c'était sur la contraception féminine. Il s'agit de Veronica, c'est une jeune femme d'origine italienne à qui, au tout début du stage, en consultation, j'ai renouvelé sa pilule. Elle m'a dit, docteur, juste renouveler, s'il vous plaît, juste renouveler. Donc, j'ai renouvelé sa pilule. Lors de cette consultation, j'ai juste renouvelé sa pilule, c'est tout ce qu'il voulait. Comme elle parlait mal français, on a eu du mal à échanger, à poser toutes les questions sur les risques, les antécédents, et c'était une grosse erreur. J'ai renouvelé sa contraception et ainsi elle a pu partir en vacances avec son copain en Italie. Et puis vous la revoyez quelque temps après, cette jeune femme? Oui, quelque temps après, elle rentre, mais elle passe par la case des urgences. On m'appelle, j'étais de garde, le hasard fait que j'étais toujours de garde, on m'appelle à son arrivée. Comme j'étais occupé avec un accouchement, c'est l'externe qui va en premier pour faire le recueil, examiner, l'installer, évaluer le degré d'urgence. Et dès qu'il arrive, elle m'appelle tout de suite, il faut arriver tout de suite. Je cours et Véronica, elle est essoufflée. Véronica, elle est allongée sur le brancard, elle a du mal à respirer, elle est aussi très, très anxieuse, elle avait très peur. Il y avait une tachycardie, le cœur battait un peu trop vite. Et mon réflexe de gynécologue pense à quoi? Pense à une grossesse extra-utérine qui a pu se rompre. Alors, une grossesse extra-utérine, c'est quoi? C'est quand l'œuf fécondé ne va pas dans l'utérus? Tout à fait. Quand il reste sur le trajet de la trompe, il va se fixer. Et comme la trompe n'est pas faite pour accepter, elle va se rompre. Ça va saigner avec un danger pour la maman. Donc vous vous dites que c'est ça, et en fait qu'est-ce que c'est? C'est pas ça finalement. Non, c'est pas ça. Et grâce à l'externe, c'est elle qui a fait la diagnostic, qui a compris et qui m'a suggéré la solution. Et c'est grâce à elle que le traitement a été rapidement mis en place. Parce que cette externe venait d'étudier en cours, je crois, tout ce qui est système respiratoire, etc. Et elle se rend compte qu'en fait c'est une embolie pulmonaire. Oui, en fait, en l'examinant, elle a observé la chose suivante, qu'il y avait le mollet droit qui était tuméfié, qui était douloureux. Elle a observé que ce n'était pas une douleur abdominale, mais c'était une douleur thoracique, qu'elle avait du mal à respirer, que le cœur battait vite. Donc, on avait ici tous les éléments cliniques pour penser que c'est une thrombophlébite compliquée par une embolie pulmonaire. Et ça, c'est grave ou pas? Ben oui, parce que déjà la thrombophlébite, c'est un caillot qui va boucher la veine. Le plus souvent, c'est au niveau de la cuisse, au niveau du mollet. Mais le danger, c'est pas autant au niveau du mollet, des membres inférieurs. C'est que lorsque le caillot va migrer, va partir dans la circulation et ça va bloquer une artère, le plus souvent une grosse artère pulmonaire avec le risque d'insuffisance respiratoire aiguë, donc un danger vital. Comment ça s'est passé pour Véronica ensuite? Étant donné que c'est une jeune femme qui était sportive, elle a récupéré rapidement, donc elle est passée malgré tout par la case de la réanimation, mais assez rapidement elle a récupéré et une semaine après, je crois qu'elle a pu regagner son domicile. Bon, ça c'est l'excellente nouvelle. Là, on parle de problèmes pulmonaires, respiratoires.
Je vois pas bien le rapport, docteur, avec la gynécologie. Le rapport, aujourd'hui, les gynécologues, nous sommes tous avertis du fait que la contraception hormonale, les hormones, sont un facteur de risque indépendant pour les complications cardiovasculaires et notamment pour l'embolie pulmonaire et voire pour un accident vasculaire cérébral. On sait que les hormones, notamment la pilule estrogestative, est un risque. D'ailleurs, il y a eu des modifications, il y a eu des progrès, mais le risque zéro n'existe pas. Sans oublier que chez une jeune femme qui fume, le risque est multiplié. Et dans son cas précis, ce qu'on avait oublié, ce qu'on n'avait pas réussi à savoir, on l'a su qu'après, c'est que dans sa famille, il y avait déjà des antécédents. Donc elle-même, elle était à risque parce qu'il y avait des accidents. Donc elle avait un déficit, une anomalie hématologique qui a favorisé, donc en combinant contraception hormonale estrogestative avec le fait qu'elle fume et antécédent familial, a créé la thrombophlébite qui est elle-même responsable d'embolie pulmonaire qui était très dangereuse. Docteur, vous venez de nous raconter 2 histoires au cœur desquelles la contraception féminine prend une place très importante. Est-ce que c'est ce genre d'histoire qui vous font dire que il faut se poser des questions autour de la contraception féminine, masculine, et que vous avez, vous, un rôle à jouer là-dedans? Il faut se poser la question centrale, c'est l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver un équilibre? Il n'y a pas de contraception parfaite. Il n'existe pas. C'est ainsi. Il y a toujours un risque. La grossesse, on a vu que c'est fantastique, mais un risque. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas, nous, les hommes, participer d'une manière ou d'une autre à cette charge mentale, à la contraception, pour faire un relais de la contraception féminine? Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon de cette période de votre vie où vous étiez gynécologue? Que les hommes ont un rôle à jouer. Que très souvent, dans les salles d'attente, chez le gynécologue, il n'y a jamais des hommes. C'est que des femmes qui sont seules. Et que peut-être, cette notion d'égalité, on parle tellement dans la société, mais il est quand même grand temps que cette égalité arrive dans l'intimité du foyer, au l'intérieur du couple. Il n'y a pas de raison que les consultations annuelles, que l'homme ne trouve pas de temps en temps, ne trouve pas le temps nécessaire pour aller accompagner, pour un stérilet, pour un suivi. Et je crois que ça ferait beaucoup de bien pour le lien dans le couple. Deuxième chose, c'est le fait que la contraception, c'est bien, mais il faut ce relais contraceptif. On sait comment faire une contraception réversible. La pilule, ça marche très bien. Le stérilet, ça fonctionne bien. Et que jusqu'à quarantaine, on a besoin d'avoir une gestion facile de la parentalité. Souple, réversible. Dès qu'on passe dans la période difficile, des risques, des complications potentielles, généralement c'est après 40 ans, c'est aussi l'âge de la maturité parentale, donc généralement on a déjà les enfants, on ne se projette pas d'en avoir d'autres. Chaque couple devait s'interroger. Pourquoi ne pas faire un relais de contraception pour passer le bâton, les témoins de la contraception à mon partenaire qui peut endosser à son tour cette responsabilité? Il me vient une question, docteur. C'est la pilule pour hommes. On entend régulièrement parler de projets, d'études, d'expérimentations. C'est pour quand? Alors, vous savez, c'est toute la difficulté entre le temps médiatique, le temps sociétal et le temps de la recherche. Les 2 temps, ils n'ont pas la même échelle. Donc, il y a des recherches, on se pose des questions, mais c'est un sujet trop compliqué, trop vaste pour pouvoir vous répondre dans une seule question. On en reparlera dans un prochain épisode? Tout à fait. Bon, c'est super parce que ça m'intéresse grandement comme question. Merci beaucoup, docteur, pour vous être dévoilé un petit peu à ce micro, avoir raconté une partie de votre parcours et comment vous en étiez venu là. On comprend mieux maintenant un petit peu votre philosophie et tout ce que vous faites aujourd'hui pour la vasectomie. Si cet épisode vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. N'hésitez pas également à le recommander à votre entourage, à vos proches, à vos amis ou à votre famille. Vous pouvez également nous écrire pour une question, pour un témoignage, pour une réaction. L'adresse mail est toute simple, c'est audio@hupertan, hupertan.com. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.